Et si, pour démêler des situations conflictuelles, on tentait la méthode et le discernement? Et si, pour ce faire, les recherches en négociation et en médiation pouvaient aider les responsables diversité-inclusion? Tel est l'esprit dans lequel l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, et l'ADRIPS, l'Association pour la diffusion de la recherche internationale en psychologie sociale, ont organisé une journée d'études le 9 décembre 2024 en présence d'une centaine de professionnels de la diversité et inclusion et de chercheurs et chercheuses en psychologie sociale venus de France, de Suisse, Belgique et États-Unis. À cette occasion, nous en avons enregistré 6, leur avons soumis quelques témoignages de terrain. Dans cet épisode, nous interrogeons la question des discriminations, parce qu'à côté des discriminations flagrantes, il y a des discriminations plus discrètes, pour ne pas dire plus sournoises, et souvent autrement ravageuses. C'est ce que la consultante scientifique de CogX, Benoît Aubé, appelle des discriminations subtiles. C'est en fait des actes ou des propos qui sont émis de manière un peu banale, qui sont un peu banalisés et qui ont généralement qui sont émis sans intention de blesser et qui, quand même, malgré tout, vont généralement avoir des conséquences sur la personne qui en est la cible. Et donc, ça peut être de l'ordre des blagues un peu mal placées qui, en fait, disent à l'autre qui focalise sur son identité et qui l'exclut un peu d'emblée. Ça peut être aussi, par exemple, des oublis dans une chaîne de mails. On va oublier de mettre un membre de l'équipe dans les mails et ça va être un peu systématique. Ah, ça, c'est plutôt de la négligence, non ? Sauf Quand c'est répété. Voilà, quand c'est répété, ça devient... Et ce qui est difficile, c'est justement de savoir interpréter. Si c'est de la négligence ou si c'est de la discrimination. Et donc, c'est pour ça que ce terme de discrimination subtile, là, c'est vrai qu'on l'utilise là. Moi, dans mes interventions, je ne l'utilise pas en général. Parce que discrimination, tout de suite, on se sent coupable. Et il y a quelque chose de l'ordre de... je me sens accusée. Enfin, émettre une discrimination, c'est quelque chose d'assez violent. Et donc... Voilà, savoir est-ce que c'est de la négligence, mais la négligence quand c'est répété et que ça arrive plusieurs fois et que au bout d'un moment on peut se poser la question de si c'est pas une discrimination. Oui, clairement. Est-ce que ce genre de discrimination apparaît dans des situations plus que d'autres dans la vie en entreprise ? Oui, alors il y a plusieurs endroits où ça apparaît. Ça peut être au moment des temps informels, et pourtant on pense souvent que les moments informels, c'est plutôt des moments d'inclusion justement, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, voilà, à la machine à café, il faut se poser la question de qui ne vient jamais. Peut-être parce que si une personne ne vient jamais, c'est parce que on est toujours en train de discuter de ses week-ends à la machine à café. Et puis que la personne qui vient jamais, elle n'a peut-être pas envie de raconter ses week-ends parce que potentiellement ce serait révélé que c'est une personne homosexuelle ou révéler en tout cas une partie de son identité ou que ses week-ends ne sont pas les mêmes que les autres. Que ses week-ends ne sont pas les mêmes que les autres, exactement. Donc il y a dans ces moments, dans ces temps informels, il y a dans les temps formels de travail aussi. Donc un formidable observatoire, ce sont les réunions de travail. En fait, dès lors que vous êtes un peu aiguisé sur le sujet et que vous observez les réunions de travail, vous regardez qui prend la parole, qui la prend jamais, qui est interrompu de manière un peu systématique, qui prend la parole en premier ou pas. Et c'est assez intéressant en fait de voir ces dynamiques-là parce qu'en fait très vite on voit en fait des phénomènes qui sont quand même, par exemple le man-interrupting, c'est vraiment l'idée que les hommes viennent couper la parole de manière un peu spontanée, sans tellement y penser aux femmes, et donc les femmes se font plus souvent couper la parole ou les personnes issues de groupes minorisés. Et puis après il y a un troisième lieu où se passent ces discriminations subtiles, c'est plutôt dans les process. Donc là, c'est-à-dire que dans les processus de recrutement, par exemple, d'évaluation des individus. Donc là, on va pouvoir observer des discriminations subtiles qui sont extrêmement difficiles à démontrer. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, mais c'est que, par exemple, je suis manager, je vais devoir prendre une décision pour attribuer un projet important à l'une ou l'autre personne. Là, on sait qu'il y a des mécanismes qui viennent quand même potentiellement orienter un petit peu la décision, et des mécanismes notamment basés sur les stéréotypes qui viennent orienter la décision sur potentiellement avantager un tout petit peu une personne plutôt qu'une autre. Et donc, on va pouvoir voir des phénomènes de discrimination subtile, ou en tout cas des avantages qui vont être un petit peu plus donnés à certains qu'à d'autres dans les décisions qu'on va prendre.
Mais est-ce à dire que les open space, ce seraient par exemple des lieux plus propices à ce genre de discrimination subtile que les bureaux fermés? Parce qu'à vous entendre, plus il y a d'informel, plus il y a de relâchement. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait de manière systématique. Quand on a une culture en fait d'inclusion, il n'y a pas tellement de problématiques dans les temps informels parce que tout le monde prend soin de faire attention à aller discuter avec les personnes de la table d'à côté. Donc, je sais pas si c'est une bonne question. Hein, j'ai pas la réponse à tout. Je sais pas si les open space sont potentiellement dangereux, ouais, c'est ça, ou quelque chose qui va favoriser les discriminations subtiles. En tout cas, il y a des dynamiques qui se jouent dans ces open space sans aucun doute. Il y a des gens qui ont peur des pauses café, des pauses déjeuner. Je crois. Oui, tout à fait. Hein. Il y a des gens qui ont peur de ces moments de socialisation, en fait, hein, pour plein de raisons. Il y a des gens qui ont peur de ces pauses-là, d'une part, parce que ça demande, en fait, soit il faut être très à l'aise, en fait, avec les gens et qu'on les connaisse très bien. Et donc là, il y a des mécanismes où on appartient au groupe et donc on ne va pas trop avoir peur. Mais il y a plein de raisons d'avoir peur d'aller en pause avec les autres. Hein. Ça peut être parce qu'on est nouvel arrivant et donc on connaît pas trop les gens. Et quand on a une pause collective, souvent quand on est là depuis longtemps dans l'entreprise, on a l'impression qu'on est ouvert en fait à tout le monde qui va venir. Mais en fait, ce qu'on met comme signal, ce qu'on dégage comme signal quand on discute avec les gens qu'on connaît, c'est parfois un peu de l'entre-soi. Et quand on est de l'extérieur, quand on vient d'arriver, pénétrer ce groupe, c'est parfois un petit peu difficile et le groupe nous fait pas des signaux explicites d'ouverture, de dire venir nous chercher pour aller discuter. Donc des gens qui vont être nouvel arrivants, il y a des personnes aussi qui ont des caractéristiques, notamment sur la question de l'autisme. Hein, les personnes qui ont un trouble autistique peuvent avoir des difficultés pour affronter. C'est quelque chose où il faut vraiment du courage et une certaine... c'est ça, vraiment prendre sur soi pour réussir à aller s'intégrer à un groupe. Il y a aussi des choses que dans ces discussions informelles où on va parler, on va mêler vie privée, vie professionnelle, il y a des choses qu'on n'a pas toujours envie de révéler. Et parfois, on peut nous pousser un peu parce qu'on peut avoir des questions un petit peu intrusives aussi qu'on n'a pas envie de partager. Et donc tout ça, c'est plein de raisons de fuir parfois ces moments de pause qui, pourtant, me semble-t-il, moi, sont nécessaires pour pouvoir mieux se connaître, créer de la confiance dans l'équipe, etc. Je vais vous faire entendre le témoignage d'une responsable diversité et inclusion allons-y. Qui justement a tendance à penser que la machine à café est peut-être un peu dangereuse. D'accord. Pour l'avoir constaté, oui, les moments de convivialité sont beaucoup plus propices à du lâcher-prise, y compris du relâchement, on va dire, y compris sur ces aspects-là. Et on voit que même si c'est quelque part l'un des combats les plus anciens, le combat de la parité, du sexisme, etc., c'est encore celui qui est le plus mal vraiment identifié aujourd'hui comme étant encore un problème. C'est-à-dire que il viendrait à l'esprit de personne à la machine à café de dire « Oh là là, oui, mais les bougnoules » ou « Oh là là, mais oui, mais les noirs » « Oh là là, mais... » Par contre, « Oh là là, mais oui, mais les bonnes femmes », ça passe encore. Dans certains cas, bien sûr. Mais c'est finalement, il viendrait jamais à l'esprit, même à la machine à café, à quelqu'un aujourd'hui de dire oh là là les PD, oh là. Mais sur la partie sexisme, on a encore des réflexes parce que ce sont les plus ancrés et parce que ce sont encore ceux sur lesquels les gens ont du mal à faire la distinction parfois entre le simple stéréotype auxquels ils n'attachent pas de dimension sexiste parce qu'ils n'ont pas perçu encore à quel point cette construction sociale finalement était quand même vectrice de discrimination et l'humour lourd ou voire vraiment le côté vraiment sexiste. Et donc ça, c'est encore quelque chose qui est compliqué parce que je crois que toute la dimension du sexisme et de la construction sociale homme-femme et de la construction sociale du genre féminin comme étant quelque chose de très justement stéréotypé, discriminant, n'est pas perçu encore par tout le monde. Vous avez évoqué le change management. Comment on fait pour qu'un salarié devienne moins sexiste ? Est-ce qu'il faut commencer par le comprendre ?
Tout dépend, j'ai envie de dire, tout dépend de son degré de sexisme. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir la personne sexiste qui finalement véhicule les stéréotypes qui sont des stéréotypes très ancrés dans notre société et dont la personne n'a pas forcément conscience que « Ah mais toi t'es une femme, t'es organisée ». C'est du sexisme, parfois c'est du sexisme bienveillant et la personne n'en a pas forcément conscience. Donc à partir de là, on peut en effet dire bon, je comprends qu'en effet il y a un manque de compréhension finalement des enjeux. Ce compliment-là que tu viens de faire, bah, t'es une femme, t'es organisée, ça te semble être un compliment, tu l'as fait sûrement avec beaucoup de bienveillance, mais sache qu'en fait c'est un biais, c'est un stéréotype et que ça n'est pas nécessairement le cas. Donc, et là on peut commencer à travailler avec la personne. Si au contraire, on est sur un cas de sexisme, ouais, mais alors les bonnes femmes, de toute façon, elles ne savent pas conduire, etc., etc. Là, on va être sur quelque chose, pour moi, où la compréhension d'où vient la personne peut être beaucoup plus compliquée et que parfois, il faut tout simplement rappeler la règle et dire non, mais ça, ce propos-là est inacceptable. Donc, il faut absolument... il ne doit pas avoir lieu sur le lieu de travail. Donc, l'explication pour les petits délinquants et le rappel à la loi pour les gros délinquants. En fait, c'est le rappel à la loi pour tout le monde, quelque part. Mais pour certains, ils sont moins en infraction que d'autres, quelque part. C'est vrai. Est-ce que vous considérez que ces outils sont efficaces ? Quels outils ? Ceux qu'on vient de nommer. Le rappel à la loi. Est-ce qu'il y a moins de délinquance ? Pour moi, pour que ça marche, il faut en effet que dans l'organisation, il y ait un système de justice organisationnelle hyper fort, hyper clair, et quelque chose qui soit absolument connu de tous. Moi, c'est mon cheval de bataille numéro 1 pour 2025. Ça va être de vraiment rebâtir les fondations du « on ne laisse rien passer ». Cette analogie avec la délinquance, Benoît Taubé, elle a l'intérêt de mettre en exergue le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'une discrimination subtile, parce qu'elle est subtile, pourrait passer pour moins grave, alors qu'elle est aussi dévastatrice. Ah oui, tout à fait. Elle est aussi dévastatrice. Alors, je vais modérer un tout petit peu le propos, c'est-à-dire qu'il y a plein de travaux sur les conséquences des discriminations subtiles et de savoir mesurer quelles sont les conséquences. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de travaux qui montrent que ça a des effets délétères quand ils sont répétés, d'une part, parce que la répétition fait que, en fait, ces discriminations subtiles, elles créent des micro-stress pour l'organisme et l'accumulation de ces micro-stress, c'est ce qu'on appelle une charge allostatique. En fait, va faire qu'à moyen terme et long terme, on peut avoir des effets délétères sur la santé physique et sur la santé mentale, évidemment. Donc, clairement, elles sont délétères. Après, on a tous et toutes vécu une fois des situations de discrimination subtile. On se rappelle nos années d'adolescents quand on a des phénomènes de groupe qui sont très forts. On l'a tous vécu de temps en temps. Il y a quand même, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des groupes ou des identités qui le vivent de manière beaucoup plus récurrente. Et la deuxième chose de pourquoi est-ce que ces discriminations subtiles ont des effets délétères sur les individus et sur les collectifs aussi d'ailleurs. Souvent on focalise sur les individus mais aussi sur les collectifs, c'est parce qu'il y a une ambiguïté dans la manière de l'interpréter. C'est-à-dire que si par exemple on me fait une petite blague ou on me pose une question un peu maladroite sur mon origine ou sur mon handicap, on ne sait jamais si c'est toujours vraiment de la maladresse ou si c'est une discrimination un peu masquée. Et cette ambiguïté-là, ce qu'on appelle de l'ambiguïté attributionnelle sur les intentions finalement qui sont cachées derrière, eh bien elle est très coûteuse pour l'individu parce qu'en fait nous êtres humains on déteste l'incertitude, on déteste les zones où on ne sait pas résoudre le problème. Tout ça fait que on sait aujourd'hui que les discriminations subtiles, elles peuvent avoir, si elles sont répétées et si elles sont banalisées dans les entreprises, des effets délétères sur la santé mentale et physique des individus, mais aussi des fonctionnements collectifs. Et pourquoi des fonctionnements collectifs ? C'est que c'est très simple. Si je suis témoin d'une remarque qui va être sexiste ou qui va être ou autre, c'est généralement assez désagréable d'être le témoin parce qu'on ne sait pas trop réagir. La plupart des gens ne réagissent pas d'ailleurs parce qu'on ne sait pas faire en fait, on ne sait pas intervenir et donc on ne réagit pas. Mais par contre, vu que je sais
que l'autre a fait une remarque, moi, si j'ai une différence qui n'est pas forcément visible, je vais certainement pas la révéler. Et du coup, ça donne des espèces de groupes ou d'organisations dans lesquelles on a l'impression en apparence que tout va bien, que finalement, il y a une espèce de norme collective qui fonctionne bien. Alors qu'il y a une montée d'indignation énorme. C'est juste que tout le monde met un gros masque, en fait, C'est et ça. puis on se conforme, on met la bonne tenue, et puis voilà, tout va bien. Et puis il est question de ces compliments qui n'en sont pas parce qu'en fait ils sont discriminants et les moments de gratification aussi pourraient être des moments paradoxalement propices à des paroles discriminatoires. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est toute la question de ce qu'on appelle le paternalisme. Hein, c'est particulièrement le cas où quand on va renforcer, hein, on a le même parallèle pour les personnes en situation de handicap, quand on va dire, ah oui, bon, elle est probablement pas très compétente, par contre, qu'est-ce qu'elle est sympa. On va avoir un espèce d'effet de compensation comme ça, où on va avoir l'impression d'être dans le compliment. Et en fait, bah oui, ça rentre dans le cadre des discriminations. Et ça, c'est une forme qui est assez... C'est assez difficile de lutter contre ces Parce que c'est ordinaire phénomènes. aussi. Ouais. Alors, c'est extrêmement ordinaire. Et puis, surtout, les personnes ont l'impression, quand elles font ça, elles ont l'impression que c'est bien, en fait, parce qu'on valorise l'autre, quoi. Mais en fait, on l'enferme quand même dans son étiquette et dans sa catégorie, quoi.